Blake Morrison était assis à la table en acajou, les mains calleuses croisées, observant son beau-père, Raymond Kellerman, distribuer des enveloppes aux petits-enfants. Le patriarche de 72 ans, à la tête de la fortune des Kellerman, bougeait avec une précision théâtrale. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, son costume coûteux sans un pli. « Emma, ma chérie », lança Raymond à Nicole, la nièce de 14 ans de Blake, fille de la sœur de sa femme. « Ton fonds pour l'université vient de recevoir un joli coup de pouce. » La jeune fille poussa un cri de joie en ouvrant l'enveloppe et y découvrit un chèque de 50 000 $. La mâchoire de Blake se contracta. Il jeta un regard vers son fils de 8 ans, Tyler, assis sagement à côté de lui, les yeux sombres rivés sur son grand-père avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Le garçon avait hérité des traits anguleux de Blake, adoucis par ceux de sa défunte mère, ce qui lui donnait un visage capable de faire fondre les cœurs quand il souriait. « Et Marcus ?» poursuivit Raymond, s'adressant au fils de 12 ans du frère de Nicole. « J'ai arrangé ta participation au programme d'été en Suisse dont tu rêvais. » Une autre enveloppe. Un autre cadeau qui allait changer une vie. Blake avait épousé Nicole il y a 5 ans, amenant avec lui son fils issu de son premier mariage avec Lisa, morte dans un accident de voiture alors que Tyler n'avait que 3 ans. Les Kellerman avaient d'abord bien accueilli Blake, impressionné par sa brillante entreprise de conseil en sécurité et son passé militaire décoré. Mais Blake avait toujours ressenti une certaine désapprobation sous-jacente, surtout de la part de Raymond. Nicole serra doucement la main de Blake sous la table. Sa bague de mariage brillait sous la lumière du chandelier en cristal. À 34 ans, elle restait magnifique, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules, ses yeux bleus qui, autrefois, le regardaient avec un amour sincère. Mais alors qu'il observait son profil, il remarqua qu'elle évitait son regard. « Tyler, mon petit », la voix de Raymond interrompit les pensées de Blake, « viens voir papy. » Le garçon s'approcha prudemment. Le sourire de Raymond se fit froid, presque mécanique, tandis qu'il lui caressait la tête comme on le ferait avec l'animal de compagnie d'un voisin. « Tu es un gentil garçon, Tyler, mais tu comprends, ces fonds fiduciaires, ces voitures quand tu auras 16 ans, les vacances familiales en Europe, tout cela, c'est pour la famille. La vraie famille. » Les mots flottèrent dans l'air, comme un gaz toxique. « Tu n'es pas vraiment de la famille, fiston. Tu es juste, le fils de Blake. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sang de Blake sembla se glacer, comme avant qu'il n'élimine une cible durant ses années dans les services de renseignement militaire. Sa femme ne dit rien. Pas un mot pour défendre son beau-fils. Pas même une respiration un peu plus forte. Le visage de Tyler se crispa un instant, puis il se reprit avec une dignité qui brisa le cœur de Blake. « Compris, papy », murmura le garçon en retournant à sa place. Blake mémorisa chaque visage autour de la table. La mère de Nicole, Patricia, paraissait gênée, mais resta muette. Les frères et sœurs de Nicole échangèrent des regards, sans rien dire. Et sa femme, la femme qui avait promis d'aimer et de protéger Tyler comme son propre fils, elle fixait son assiette. En réalité, dit Blake, la voix étrangement calme, Tyler comprend parfaitement. Il glissa une main dans sa veste et en sortit une enveloppe scellée qu'il fit glisser sur la table polie jusqu'à son fils. Et je pense qu'il est temps que toi tu reçoives quelque chose, Raymond. Tyler prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Blake avait préparé ce document des mois auparavant, après avoir remarqué des changements subtils dans le comportement de Nicole, après avoir installé des caméras de sécurité chez eux, lors d'une simple mise à jour de routine. Et après avoir découvert des choses qui lui avaient glacé le sang. « Tyler, » dit doucement Blake, « tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Si jamais papy te faisait du mal à nouveau, tu devais lui donner cette enveloppe. » Le visage de Tyler s'illumina d'une soudaine compréhension. Il se leva et marcha vers Raymond avec une nouvelle confiance. « Papy. Papa m'a dit de te donner ça, si tu me faisais du mal encore une fois. » Raymond ouvrit l'enveloppe, irrité mais curieux. À mesure qu'il lisait le contenu, son visage devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Le document contenait des photographies, des horodatages et des détails qui lui firent comprendre, sans l'ombre d'un doute, qui était vraiment Blake Morrison, et de quoi il était capable. Le hurlement de Raymond résonna dans toute la salle à manger.
Un cri de terreur pure. Un son qui entrait la famille Kellerman pendant des années. Chapitre 2, la toile de mensonge. 3 heures après ce dîner cauchemardesque, Blake était assis dans son bureau, chez lui, regardant les enregistrements de sécurité sur son ordinateur. À l'étage, Tyler dormait paisiblement. Le garçon avait traversé la soirée avec une grâce remarquable, allant même jusqu'à demander à son père s'il pouvait s'arrêter pour une glace en rentrant, pour célébrer la surprise de papy. Le passé de Blake n'était pas quelque chose qu'il évoquait lors des cocktails. 12 ans dans les services de renseignement de l'armée, spécialisé dans les opérations psychologiques, et après la mort de Lisa, Blake s'était reconverti dans le conseil en sécurité privée. Il avait bâti une entreprise légitime, qui servait en réalité de couverture à des services bien plus spécialisés. Des gouvernements et des multinationales lui versaient des sommes colossales pour résoudre des problèmes. Des problèmes qu'aucun canal officiel ne pouvait régler. La sonnette retentit à 23h47. Blake jeta un œil au moniteur de sécurité. Derek Sullivan se tenait sur le pas de la porte, visiblement agité. Derek, c'était un ami de fac de Nicole, récemment revenu en ville, soi-disant pour lancer une agence immobilière. Grand, athlétique, avec ce charme naturel qui inspire immédiatement la confiance. Mais Blake ne l'avait jamais aimé. Blake, lança Derek, d'une voix faussement détendue, alors que Blake ouvrait la porte. « Est-ce que Nicole est là ? J'ai besoin de lui parler, c'est urgent. » « Elle dort », répondit Blake en étudiant les micro-expressions de son visiteur. Pupille dilatée. Pouls visible dans le cou. Posture défensive. Tous les signes classiques de la tromperie et de l'anxiété. C'est à propos de l'affaire du terrain Whitmore. Elle m'a dit de passer si jamais j'apprenais quelque chose, peu importe l'heure. Mais Blake savait que Nicole n'avait rien à voir avec ce projet immobilier. Je lui dirai que tu es passé. La mâchoire de Derek se contracta. Presque imperceptiblement. Peut-être que je pourrais juste. Elle dort, répéta Blake. Sa voix portait une menace à peine voilée. Une fin de non-recevoir. Quand Derek fut parti, Blake se mit à analyser les enregistrements de sécurité des 3 derniers mois. Avec la précision d'un militaire. Le schéma était clair, Nicole quittait la maison pendant les heures d'école de Tyler. Elle revenait exactement 43 minutes plus tard. Son GPS était désactivé à chaque sortie. La voiture de Derek repérée, garée sur le parking du Riverside Hotel, aux mêmes heures. Mais la véritable révélation vint des micros cachés dans la voiture de Nicole. Installés lors de sa dernière révision. Les enregistrements glaçaient le sang de Blake. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» La voix de Derek, enregistrée 2 semaines plus tôt. « Je ne peux pas, pas encore. Blake, on ne le quitte pas comme ça. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Alors on suit le plan. Le fonds fiduciaire. Les investissements immobiliers. On aura assez pour disparaître. Pour recommencer ailleurs. Là où Blake ne pourra jamais nous retrouver. Et Tyler ? Quoi, Tyler ? Ce n'est pas ton fils, Nicole. Tu l'as dit toi-même. Tu as épousé Blake pour la sécurité, après que les dettes de jeu de ton père aient failli ruiner votre famille. Le gamin ? C'est juste un dommage collatéral. Blake n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il passa l'heure suivante à enquêter sur Derek. Avec des ressources que peu de civils pouvaient s'offrir. Ce qu'il découvrit fut intéressant. Derek Sullivan avait été marié 2 fois auparavant. Et dans les 2 cas, les biens conjugaux avaient mystérieusement disparu. Un prédateur. Et Nicole était sa dernière proie. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas Derek. C'était Nicole. Nicole, qui s'était servi de Blake pour régler les dettes de sa famille. Nicole, qui avait utilisé Tyler comme accessoire dans sa mise en scène. Et maintenant, elle prévoyait de voler et de disparaître. Blake ouvrit son ordinateur portable. Il commença à taper. Au matin, il aurait un plan complet. Un plan qui ferait comprendre à Nicole et à Derek ce qu'il en coûtait de trahir Blake Morrison. Le document qu'il avait remis à Raymond,
Ce n'était que le premier coup d'une longue partie. Il jeta un œil à la photo de Tyler sur son bureau. Son fils méritait mieux que cette famille de menteurs et de parasites. Et Blake allait s'en assurer. Peu importe le prix. Chapitre 3, la révélation. Blake se réveilla à 5 heures. Comme tous les jours depuis 15 ans. Les réflexes militaires sont durs à perdre. Et ce matin, il en était reconnaissant. Car ce jour-là, allait demander une précision chirurgicale. Nicole dormait encore. Ses cheveux blonds en éventail sur l'oreiller. Elle avait l'air paisible. Innocente. Blake observa son visage. Le visage de celle qu'il pensait avoir épousée. Gentille. Aimante. Celle qui avait promis d'être une mère pour Tyler. Mais la réalité était bien plus complexe. Et infiniment plus dangereuse. Silencieusement, Blake entama sa routine matinale. Il prépara le petit déjeuner de Tyler. Lui fit son déjeuner. À 6h30, le garçon apparut. Les cheveux en bataille. Encore sonné par les événements de la veille. « Papa » dit Tyler en mangeant ses céréales. « Pourquoi papy il a crié comme ça hier soir ?» Blake s'assit en face de son fils. Choisissant ses mots avec soin. Parfois, les gens ont peur quand ils réalisent qu'ils ont fait une erreur. Ton grand-père a appris quelque chose sur lui-même hier soir. Quelque chose qu'il n'a pas aimé. On est en danger ? Toi et moi. Jamais. On est une équipe. Tu te souviens ? Les hommes Morrison restent soudés. Le sourire de Tyler aurait pu alimenter toute la maison. Les hommes Morrison restent soudés. Répéta-t-il d'un ton solennel. Après avoir déposé son fils à l'école, Blake rentra à la maison. Nicole était dans la cuisine. Elle portait le peignoir de soie que Blake lui avait offert pour leur anniversaire. Elle avait l'air nerveuse. Et elle avait bien raison. Blake, à propos d'hier soir. Quoi donc ? Blake se servit un café. Sa voix restait neutre. Papa a dépassé les bornes. Tyler, c'est la famille. Et j'aurais dû dire quelque chose. Blake se tourna vers elle, notant le léger tremblement de ses mains, la façon dont elle ne parvenait pas à soutenir son regard. J'aurais dû, oui. Mais tu ne l'as pas fait. J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment réagir. Tu savais exactement comment réagir, Nicole. Tu as choisi de ne pas le faire. Elle s'approcha de lui, posa une main sur sa poitrine, un geste qui autrefois l'aurait réconforté, mais qui maintenant lui donna l'impression qu'un serpent s'enroulait autour de son cœur. Laisse-moi me rattraper, pour vous deux. Je parlerai à papa aujourd'hui. J'exigerai qu'il s'excuse auprès de Tyler et qu'il l'inclue dans tout. Je menacerai de couper les ponts s'il refuse. Blake scruta son visage, stupéfait de voir à quel point elle pouvait être convaincante. S'il n'avait pas écouté les enregistrements, s'il n'avait pas vu les preuves, peut-être l'aurait-il cru. C'est très généreux, dit-il enfin. Un soulagement immédiat traversa ses traits. Je t'aime, Blake. Et j'aime Tyler. Cette famille compte plus que tout pour moi. Je sais exactement ce que cette famille signifie pour toi, Nicole. Quelque chose dans son ton la fit reculer. Mais avant qu'elle puisse répondre, la sonnette retentit. Blake alla ouvrir et trouva un coursier, une enveloppe à la main, adressée à Nicole. Madame Morrison ? J'ai besoin de votre signature. Nicole signa d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule photo et un mot. Blake vit son visage se vider de toute couleur lorsqu'elle reconnut la voiture de Doric garée devant l'hôtel Riverside, l'horodatage parfaitement visible. Le message était simple. Nous devons parler. Tous les trois. Ce soir. 20h, l'entrepôt sur Industrial Boulevard. Venez seuls. Tous les deux. Tyler est en sécurité à sa soirée pyjama chez les Matthews. Tout est déjà arrangé. PS l'historique matrimonial de Doric vaut vraiment la peine d'être lu. Nicole leva les yeux vers Blake. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle avait l'air vraiment terrifiée. Blake.
Je peux tout expliquer. Je n'en doute pas. Tu as toujours été doué avec les mots. Il prit la photo de ses mains tremblantes. Mais je pense qu'il est temps d'entendre la vérité, tu ne crois pas? Toute la vérité. La réunion à l'entrepôt serait le moment où tout éclaterait au grand jour. Blake avait passé des mois à se préparer à cet instant. Et ce soir, Nicole et Dorerick découvriraient ce qu'il en coûte de manipuler un homme qui avait passé des années à maîtriser l'art de la guerre psychologique. Mais d'abord, il devait passer un appel. Il téléphona à l'enseignante de Tyler pour confirmer la soirée pyjama qui tiendrait son fils à l'écart de ce qui allait se produire. Les hommes Morrison se soutenaient entre eux. Et Blake était prêt à tout pour protéger la seule famille qui comptait vraiment. Chapitre 4, l'architecte de la ruine. L'entrepôt de Blake Morrison se dressait dans le quartier industriel comme un tombeau attendant ses occupants. Il l'avait acheté 3 ans plus tôt via une société écran officiellement pour stocker du matériel de sécurité. Officieusement, c'était l'endroit où Blake résolvait les problèmes nécessitant une véritable discrétion. À 19 h, Blake termina ses préparatifs. L'entrepôt était insonorisé mieux qu'un studio d'enregistrement, équipé de caméras infrarouges et d'assez d'énergie de secours pour fonctionner de manière autonome pendant des semaines. Ce que Nicole et Dorerick ignoraient, c'est que cette réunion avait été planifiée depuis des mois, depuis le jour où Blake avait commencé à soupçonner la trahison de sa femme. Son téléphone vibra, un message de Tyler. « Je m'amuse chez Tommy. Sa maman a fait des pizzas en forme de dinosaure. Je t'aime papa. » Blake sourit, sincèrement, pour la première fois depuis des semaines. Après ce soir, Tyler ne connaîtrait plus jamais la moindre once de la toxicité de la famille Kellerman. Blake y veillerait. Le bruit de moteur annonça l'arrivée de ses invités. Grâce aux écrans de sécurité, il vit Nicole et Dorerick sortir chacun de leur véhicule. Nicole portait une robe noire, celle que Blake lui avait autrefois dit la rendre sublime. Dorerick était en costume, croyant probablement qu'il pourrait intimider ou charmer son chemin hors de ce qu'il attendait. Mais ils allaient bientôt comprendre que Blake Morrison n'était ni intimidé, ni charmé par quoi que ce soit. Blake ouvrit la porte de l'entrepôt. L'espace immense n'était éclairé que par une lumière vive au centre, au-dessus de 3 chaises disposées comme dans une salle d'interrogatoire, exactement l'effet que Blake recherchait. « Asseyez-vous, dit-il, sa voix résonnant dans l'immensité du lieu. Dorerick jeta un regard inquiet autour de lui. « Blake, mec, je crois qu'il y a un malentendu. » « Non. Aucun malentendu. » Blake resta debout, se positionnant de manière à observer les deux visages. « Je suis au courant de l'affaire. Je connais le plan pour voler l'argent du fonds fiduciaire de Nicole. Et je connais ton passé, Dorerick. 2 ex-femmes, toutes deux ayant vu leurs avoirs disparaître comme par magie juste avant que tu disparaisses de leur vie. » Le visage de Nicole devint livide. « Blake, s'il te plaît. Je sais que tu m'as épousé pour régler les dettes de ta famille, Nicole. Je sais que tu as menti en disant aimer Tyler, en disant vouloir être sa mère. J'ai les enregistrements de toutes les conversations que tu as eues dans ta voiture ces 3 derniers mois. » Dorerick se leva d'un bond, mais le regard de Blake le figea sur place. Dans les yeux de Blake, il y avait quelque chose de froid, de contenu, d'une violence à peine maîtrisée. « Voici ce qui va se passer, » dit Blake, d'un ton presque amical. « Dorerick, tu vas restituer chaque centime que tu as soutiré à Nicole avec intérêt. Tu vas aussi transférer la propriété des biens achetés avec cet argent volé dans un fonds au nom de Tyler. » « Tu n'as aucune preuve, » répondit Dorerick, mais sa voix manquait de conviction. Blake sourit. Un sourire plus terrifiant qu'une menace. « Je n'ai pas besoin de preuves devant un tribunal, Dorerick. Il suffit que je le prouve aux gens qui comptent. Comme tes associés. Ceux qui ignorent tout de tes méthodes créatives de financement. » Il appuya sur une télécommande. Un grand écran descendit du plafond. S'affichèrent alors, relevés bancaires, photos, et... Ce qui semblait être des images de vidéosurveillance montraient Derek entrant et sortant de divers lieux. « Nicole, ce soir tu vas signer les papiers du divorce. Tu recevras exactement ce que tu as apporté dans ce mariage, rien. Tyler restera avec moi, et tu renonceras à toute prétention parentale.
Je ne signerai rien, dit Nicole en retrouvant sa voix. Tu ne peux pas me forcer. Les dettes de jeu de ton père, l'interrompit Blake. Celles que j'ai remboursées pour éviter la faillite à ta famille. Elles vont réapparaître, avec intérêt. Et j'ai les documents prouvant que l'argent utilisé venait de mon entreprise de sécurité. Ce qui signifie que ces dettes sont désormais juridiquement liées à certaines obligations internationales que ton père est absolument incapable d'honorer. Le visage de Nicole perdit toute sa couleur. Elle savait que l'entreprise de sécurité de Blake avait des clients internationaux, des clients qui recouvraient les dettes par des moyens qui n'impliquaient jamais d'avocat. « Tu es fou », murmura Dorerick. « Je suis méticuleux », corrigea Blake. « Je suis aussi patient, méthodique, et absolument sans pitié quand on menace ce que j'aime. Et il n'y a que 2 personnes que j'aime sur cette planète, mon fils Tyler, et le souvenir de sa mère, Lisa. » Blake s'approcha d'un panneau mural, l'ouvrit, révélant une collection de photographies et de documents. Derek. Ton vrai nom est David Kramer. Tu escroques des femmes avec des mariages frauduleux depuis 8 ans. Ta première femme, Jennifer, ne t'a pas quitté. Elle est internée dans un établissement psychiatrique au Nevada, persuadée d'avoir perdu la raison, car son mari et tout son argent ont disparu, le même jour. Le masque de calme de Dorerick se brisa net. Comment est-ce que c'est impossible. Ta deuxième femme, Maria, est retournée au Mexique, convaincue d'être maudite. Un schéma très intéressant. Tu ne te contentes pas de voler leur argent. Tu détruis ces femmes psychologiquement pour qu'elles n'aient même plus la force de te chercher. Blake se tourna vers Nicole. Est-ce qu'il t'a parlé d'elle? De ce qu'il fait aux femmes qui lui font confiance? Nicole regarda Derek, l'horreur montant dans son regard. Tu m'avais dit que tu avais déjà été marié, mais que c'était des divorces à l'amiable. Il a menti, Nicole. Tout comme toi tu m'as menti. Comme vous avez tous les 2 menti à Tyler, chaque fois que vous faisiez semblant de vous soucier de lui. Un silence pesant s'installa dans l'entrepôt, uniquement troublé par le bourdonnement des machines. Blake observa son épouse et son amant digérer la vérité. Ils avaient tenté de manipuler un prédateur, et découvraient enfin ce que cela faisait d'être la proie. J'ai une contre-proposition, dit enfin Blake. Derek, tu disparais ce soir. À jamais. Je me fiche d'où tu vas. Mais si je te revois un jour, si tu recontactes Nicole, si tu escroques encore une femme, je m'assurerai personnellement que Jennifer et Maria sachent exactement où te trouver. Et je veillerai à ce qu'elles disposent des moyens nécessaires pour exprimer tout ce qu'elles ont sur le cœur. Derek acquiesça frénétiquement. Je pars ce soir, je te le jure. Nicole, tu as un choix. Tu signes les papiers du divorce. Tu ne prends rien. Et tu pars discrètement. Sinon, je transmets tout ce que j'ai sur ta famille à l'IRS, au FBI, et à plusieurs autres agences, qui n'apprécient pas du tout les méthodes de comptabilité créatives que ton père a utilisées pour cacher ses pertes au jeu. Le téléphone de Blake vibra. Un message de Tyler. Papa, la maman de Tommy veut savoir si tu veux qu'elle te garde une part de pizza. Blake répondit. Dis-lui merci. Mais papa dîne avec des gens qui vont bientôt perdre l'appétit. Lorsqu'il leva les yeux, Nicole et Derek le fixaient, pétrifiés. Vous avez jusqu'à demain midi pour prendre vos décisions, dit Blake. Ensuite, je passe au plan B. Et croyez-moi, vous ne voulez pas savoir ce qu'est le plan B. Chapitre 5, le champ de mine psychologique. Blake ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans son bureau, à surveiller les flux des caméras de sécurité qu'il avait installées des mois plus tôt dans les propriétés de Nicole et de Dorerick. Prévisible comme une horloge, Dorerick était rentré chez lui, et avait commencé à faire ses valises immédiatement. À 3 heures, sa voiture était chargée, direction l'autoroute. Un problème réglé. Il en restait un. Nicole, elle, était retournée à la maison. Elle avait passé la nuit à faire les 100 pas, à passer des coups de fil, à pleurer. Blake l'observait à travers la caméra de la chambre, alors qu'elle appelait son père, ses frères et sœurs, même sa mère, mais personne ne répondait. Blake s'était arrangé pour que ce soit le cas.
Il avait minuté ses révélations pile pendant la partie de poker hebdomadaire de Raymond à un jeu à mise élevée, où les téléphones sont confisqués pour éviter les tricheries. À 7 heures, Blake prépara le petit déjeuner. Pour une seule personne. Nicole apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Blake, on doit parler. »« Non, » répondit-il, sans lever les yeux de son café. « Toi, tu dois décider. Et je dois aller chercher Tyler après sa soirée pyjama. S'il te plaît, écoute-moi seulement. » Blake se tourna vers elle, et ce qu'elle vit dans son regard la fit reculer d'un pas. « Je t'ai écouté pendant 3 mois, Nicole. Je t'ai écouté me mentir en face pendant que tu prévoyais de me voler et d'abandonner mon fils. Je t'ai écouté dire à Derek que Tyler n'était qu'un dommage collatéral. Je t'ai écouté rire de la facilité avec laquelle tu m'as manipulé pour que je paie les dettes de ta famille. » Sa voix restait calme, presque décontractée, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Le temps d'écouter est terminé. Le téléphone de Nicole se mit à sonner. Elle répondit avec des mains tremblantes et activa le haut-parleur. La voix de son père remplit la cuisine, folle de panique. « Nicole, qu'est-ce que tu as foutu ? Ma partie de poker a été perquisitionnée cette nuit. FBI, fisc, tout le monde était là. Ils disent que je dois des millions en arriérés d'impôts et en pénalités. Ils ont gelé tous mes comptes. » Blake esquissa un léger sourire. Le raid sur la partie de poker était une magnifique opération de coordination. Il avait suffi de quelques coups de téléphone bien placés, et de quelques fuites soigneusement orchestrées à propos des méthodes créatives de comptabilité de Raymond. Papa, je, et Derek. Derek Sullivan ou peu importe son vrai nom, il a disparu. Son agence immobilière est vide. Son compte bancaire est fermé. Des femmes appellent en disant qu'il a volé leurs économies de toute une vie. Avec quel genre de type étais-tu impliqué? Nicole regarda Blake avec une horreur grandissante, comprenant peu à peu l'ampleur de ce qu'il avait planifié. « Je dois y aller, papa, » murmura-t-elle en mettant fin à l'appel. « Il ira bien, » dit Blake d'un ton toujours aussi posé. « Les dettes de jeu sont réelles, mais gérables, s'il coopère à l'enquête et paie ses impôts comme un bon citoyen. L'alternative est bien moins agréable. » Le téléphone de Blake sonna à son tour. La voix joyeuse de Tyler emplit la cuisine via le haut-parleur. « Papa. Madame Matthews dit que tu peux venir me chercher quand tu veux. On a fait des pancakes en forme de Batman. J'arrive dans 1 heure, mon grand. Tu as pensé à remercier Madame Matthews de t'avoir gardé? Déjà fait. Elle dit que j'ai de très bonnes manières. Elle dit aussi que si jamais tu as besoin d'aide avec moi, elle serait ravie de me garder encore, parce que je suis un amour. » Pour la première fois depuis des heures, Blake ressentit une chaleur sincère. « Tu es un vrai petit amour, en effet. À très vite. » Après avoir raccroché, Blake trouva Nicole qui le fixait, partagé entre la peur et, peut-être un soupçon de respect. « Tu avais tout planifié, » dit-elle. « Depuis le début. J'avais envisagé cette possibilité. J'espérais me tromper. » Blake termina son café et rinça sa tasse. « Mais j'ai appris que quand on aime quelqu'un, on se prépare au pire tout en espérant le meilleur. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Cela dépend entièrement de ce que tu choisis. Signe les papiers et tu t'en vas libre, avec une chance de reconstruire ta vie honnêtement. Refuse, et tu découvriras que j'ai une très longue portée, et une mémoire encore plus longue. » Blake regarda sa montre. « Tu as 3 heures pour décider. Je vais chercher Tyler, et on va passer un samedi normal, parc, glace, peut-être un film. Quand je reviendrai, je m'attends à trouver soit les papiers de divorce signés, soit une maison vide. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et Nicole, si tu penses à fuir, souviens-toi que Derek a eu la même idée. Demande-toi ceci, si j'ai pu orchestrer sa disparition et les problèmes de ton père en une nuit, que penses-tu que je peux faire avec plus de temps? » Alors que Blake roulait en direction de la maison où Tyler avait passé la nuit, il réfléchissait à la psychologie de la trahison. Des gens comme Nicole et Derek vivaient dans l'idée que les autres partageaient leur conception élastique de la vérité et de la loyauté. Ils étaient incapables de comprendre quelqu'un qui prévoyait une trahison,
non pas par cynisme, mais par amour. Tyler méritait un père capable de le protéger des requins de ce monde. Et Blake Morrison avait passé toute sa vie d'adulte à apprendre à chasser les requins. Chapitre 6. Le point de non-retour. Tyler bondissait sur le siège passager alors qu'il rentrait à la maison après un samedi parfait, bavardant sur les pancakes Batman et la cabane qu'il avait construite avec Tommy Matthews. Blake l'écoutait avec une attention sincère, enregistrant chaque détail. Ces moments-là purs, honnêtes, emplis de la joie simple d'un enfant étaient ce qui donnait un sens à tout le reste. « Papa, pourquoi tu crois que Papy Raymond était si méchant hier soir ?» Blake réfléchit soigneusement à sa réponse. Il y a des gens qui ont peur de l'amour. Parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler, mon grand. Ton grand-père est habitué à ce que les gens veuillent quelque chose de lui. Donc quand il rencontre quelqu'un qui ne veut rien, ça l'effraie. Et toi, tu veux quelque chose de lui ? Je veux seulement qu'il te traite avec respect. C'est tout. Tyler hocha la tête gravement. Le grand-père de Tommy lui a appris à pêcher. Il dit que les grands-pères sont censés t'apprendre des trucs. Et t'emmèneront partout, se vantant de toi auprès de leurs amis. La mâchoire de Blake se serra. Peut-être qu'on te trouvera un meilleur grand-père, dit-il. Alors qu'ils entraient dans leur allée, Blake remarqua que la voiture de Nicole était toujours là. Il aperçut aussi un autre véhicule stationné de l'autre côté de la rue, un SUV noir avec des plaques gouvernementales. Intéressant. Tyler, cours te laver, puis on décidera quel film regarder. Blake attendit que Tyler soit entré avant de s'approcher du SUV. La fenêtre s'abaissa pour révéler l'agent Sarah Hendricks, une vieille collègue de ses jours au renseignement militaire. J'ai entendu dire que tu fouillais dans quelques bases de données fédérales ces derniers temps, Sarah. Ravi de te voir. Comment va le bureau ? Je ne peux pas me plaindre. Mais je dois te demander, Raymond Kellerman, vraiment ? L'homme n'a pas rempli de déclaration d'impôt honnête depuis l'ère Clinton. Blake sourit. Choquant, je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, répondit Sarah, son visage devenant sérieux. Nous avons aussi reçu des rapports concernant un certain Derek Sullivan, vrai nom David Kramer, qui semble s'être volatilisé alors que plusieurs agences fédérales s'intéressaient à ses activités. Triste. J'espère qu'il est quelque part au chaud. Blake, que fais-tu ? Je protège mon fils des gens qui voudraient l'utiliser puis s'en débarrasser. Rien de plus, rien de moins. Sarah scruta son visage. L'ancien Blake Morrison qu'elle connaissait aurait simplement demandé le divorce discrètement et serait passé à autre chose. Mais l'ancien Blake Morrison n'avait pas Tyler. Après que Sarah soit partie, Blake rentra chez lui. Il trouva Nicole dans le salon, des papiers de divorce étalés sur la table basse. Elle signait chaque page avec une précision mécanique, les larmes coulant sur son visage. Tyler descendit les escaliers, fraîchement douché, vêtu de son pyjama Superman préféré. Il s'arrêta en voyant Nicole pleurer. « Nicole, ça va ?» Elle leva les yeux vers le garçon qu'elle avait fait semblant d'aimer. L'enfant qu'elle avait prévu d'abandonner, et pour un instant, sa façade se brisa complètement. « Je vais bien, mon chéri, je dis juste au revoir. » Tyler avait l'air confus. « Tu vas partir quelque part ?» Blake s'avança. Nicole a décidé qu'elle devait aller vivre ailleurs pour un moment. Ça n'a rien à voir avec toi, mon garçon. Parfois, les adultes prennent des décisions difficiles à comprendre. Nicole finit de signer les papiers et se leva. Elle s'approcha de Tyler, s'agenouilla à sa hauteur. Tyler, je veux que tu saches, que tu mérites tout l'amour du monde. Ton père t'aime plus que tout, et tu ne dois jamais l'oublier. Pour un instant, Blake aperçut un éclat de la femme qu'il avait cru épouser. Celle qui aurait pu réellement se soucier de Tyler si sa propre avidité ne l'avait pas empêché. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda Tyler. Nicole regarda Blake, qui secoua presque imperceptiblement la tête. « Peut-être un jour, chuchota-t-elle, puis embrassa le front de Tyler. « Sois sage pour ton père, d'accord ?» Après le départ de Nicole, Tyler s'emmitoufla contre Blake sur le canapé. Clairement confus, mais pas dévasté.
Blake réalisa que la distance émotionnelle de Nicole ces derniers mois avait déjà préparé Tyler à son absence. « Papa, est-ce qu'on va s'en sortir ? » ?»« Juste nous deux. » Blake serra son fils contre lui. « On va faire bien plus que s'en sortir, on va être libre. » « Les Maurice et les hommes restent unis, » murmura Tyler en somnolant. « Toujours » confirma Blake alors que Tyler s'endormait contre son épaule. Le téléphone de Blake vibra, un message d'un numéro inconnu. « Ce n'est pas fini. Tu t'es fait des ennemis. Blake, fais attention à toi. » Blake effaça le message sans s'inquiéter. Il s'était fait des ennemis toute sa vie d'adulte et il était toujours là, tandis que la plupart d'entre eux ne l'étaient plus. Ce qui comptait maintenant, c'était de construire un avenir où Tyler ne serait plus jamais considéré comme jetable. La guerre était loin d'être terminée, mais Blake avait gagné la première grande bataille. Et il ne faisait que commencer. Chapitre 7 Fantômes et conséquences. 3 mois après la signature des papiers de divorce par Nicole. La vie de Blake s'était installée dans un rythme qui fonctionnait. Tyler s'épanouissait, sans la tension sous-jacente qui avait imprégné leur maison pendant les derniers mois de Nicole. Ils avaient établi de nouvelles routines. Des sorties de pêche le samedi matin. Des soirées pizza et devoirs le jeudi. Des histoires du coucher que Blake inventait parfois. Avec un garçon détective toujours plus malin que les méchants. Mais Blake savait mieux que de confondre calme et paix. Des gens comme Raymond Kellerman et le réseau auquel Nicole avait appartenu n'acceptaient pas simplement la défaite. Et ils ont poursuivi leur route. Ils se sont regroupés, ont planifié et ont riposté au moment où leur cible se sentait en sécurité. Le premier signe de représailles est apparu un mardi matin, lorsque l'entreprise Blake Security Consulting a soudainement perdu 3 contrats majeurs en une seule journée. Les raisons invoquées étaient une restructuration budgétaire et un réalignement stratégique, mais Blake a rapidement perçu la nature coordonnée de ces attaques. Quelqu'un avec une influence significative faisait pression sur ses clients. Le deuxième signe est venu lorsque Tyler est rentré de l'école avec un œil au beurre noir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Blake en s'agenouillant pour examiner le visage de son fils. « Certains enfants à l'école ont dit que leurs parents leur avaient raconté que ma famille est composée de criminels. »« Marcus, tu connais le fils de tante Emma, » expliqua Tyler. Il a dit que tu avais fait perdre tout l'argent à grand-père Raymond, et que ça faisait de moi le fils d'un voleur. Blake sentit la froideur familière s'abattre sur lui, cette chute de température qui précède toujours la violence. Mais Tyler avait besoin de réconfort, pas de vengeance. Pas encore. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Blake. « Je leur ai dit, tu es le meilleur papa du monde et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Puis Marcus m'a poussé, alors je l'ai repoussé. » Tyler avait l'air inquiet. « Ai-je fait ce qu'il fallait ? Tu as défendu ta famille, c'est toujours la bonne chose à faire. » Blake prit son fils dans ses bras doucement, puis ajouta. « Mais je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation avec les parents de Marcus. » Ce soir-là, Blake reçut un appel de la sœur de Nicole, Emma. « Blake, je pense que nous devons parler de Marcus qui a donné un coup de poing à Tyler. »« Oui, je crois que oui. » répondit Blake. « Et de ta destruction systématique de notre famille. Papa est à l'hôpital, victime d'une crise cardiaque causée par le stress. Maman a dû vendre la maison. Et maintenant Nicole. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis des semaines. » La voix de Blake resta neutre. « Je suis désolé d'apprendre pour la santé de Raymond. Quant à Nicole, elle a fait ses choix. » La voix d'Emma monta d'un cran. Tu l'as manipulée pour qu'elle renonce à ses droits sur Tyler, puis tu l'as terrorisée pour qu'elle disparaisse. Je lui ai donné des preuves de sa liaison et de ses projets de détournement de fonds, puis je lui ai offert une sortie propre. Elle a accepté. Tu as détruit sa vie. Elle a détruit sa propre vie quand elle a choisi de trahir ceux qu'il aimait. Un long silence s'installa, puis Emma reprit d'une voix plus froide. Tu t'es fait des ennemis, Blake. Notre famille a des ressources, des connexions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Blake répondit calmement. Tu ferais bien de t'en souvenir toi aussi. J'ai passé ma carrière à gérer des gens qui pensent être intouchables grâce à leurs ressources et connexions. Ça ne finit jamais bien pour eux. Après avoir raccroché,
Blake fit ce qu'il faisait toujours lorsqu'il se sentait menacé, il rassembla des renseignements. En quelques heures, il avait un tableau complet de la situation actuelle de la famille Kellerman et de leurs prochains mouvements probables. Raymond était effectivement à l'hôpital, mais sa crise cardiaque avait été déclenchée par des perquisitions du FBI sur ses propriétés, révélant des décennies d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Les dettes de jeu de l'homme étaient désormais son moindre problème. Emma et son mari coordonnaient une campagne pour monter la communauté scolaire de Tyler contre Blake, en répandant des rumeurs sur son entreprise et son passé violent. Ils avaient aussi engagé un détective privé pour trouver des preuves à utiliser contre lui. Ce qui était le plus intéressant, c'était ce que Blake découvrit sur l'emplacement actuel de Nicole. Elle n'avait pas disparu, elle vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, travaillait comme serveuse et suivait des cours au collège communautaire. Elle respectait leur accord et restait loin de Tyler, mais quelqu'un la surveillait, rapportant ses activités à la famille Kellerman. Blake comprit que les Kellerman utilisaient Nicole comme appât, espérant qu'il la contacterait, leur donnant ainsi des preuves de harcèlement ou de manipulation continue. Il ne comprenait pas que Blake n'avait aucun intérêt pour la nouvelle vie de Nicole, tant qu'elle restait éloignée de Tyler. Mais ils allaient bientôt apprendre que se servir de Tyler comme arme contre Blake était la plus grave erreur qu'ils pouvaient faire. Chapitre 8, le chassé-croisé. La contre-attaque de Blake commença à l'aube, un vendredi matin. Il avait passé la nuit à se préparer, et au moment où Tyler partait pour l'école, Blake avait déjà déclenché une série d'événements qui allaient rappeler à la famille Kellerman pourquoi les défier avait été une erreur catastrophique. Le premier appel fut destiné à l'agent Sarah Hendricks du FBI. « Sarah, j'ai des informations concernant un détective privé nommé Jim Costano, qui mène des surveillances illégales et opérations de harcèlement visant des témoins fédéraux. » Blake, que fais-tu exactement? Jim a été embauché par la famille Kellerman pour monter un dossier solide contre moi. Mais le problème majeur, c'est que certaines de ces opérations de surveillance impliquent directement Tyler. Et Tyler est, en fait, sous protection fédérale en raison de ses liens étroits avec mes anciens travaux dans le renseignement. C'était une réalité bien connue de moi. Mais Blake, curieusement, n'avait jamais jugé utile de le révéler à qui que ce soit. Ce qui compliquait davantage la situation. Le statut particulier de Tyler, en tant qu'enfant d'un ancien agent du renseignement, le qualifiait automatiquement pour une série de protections très strictes, surtout lorsque des ressortissants étrangers étaient impliqués et dans ce cas précis. La présence d'une clientèle internationale pour Blake ne faisait qu'amplifier les risques. « Je vais enquêter immédiatement », déclara Sarah avec sérieux. « Je te recommande d'agir sans délai. » Jim n'a pas seulement photographié Tyler à l'école. Il le suit même jusque chez ses amis. Si quelque chose devait arriver à mon fils, parce que le bureau a échoué à le protéger, alors Blake n'eut même pas besoin de terminer sa menace. Car Sarah comprit parfaitement l'ampleur de la menace sous-entendue. Blake Morrison, lorsqu'il était animé par une rancune profonde, devint exponentiellement plus dangereux que Blake Morrison en affaires. Et cette nuance ne pouvait être sous-estimée. Le deuxième appel fut destiné à la mère de Tommy Matthews, dont le mari occupait le poste très influent de directeur du district scolaire de Tyler. Madame Matthews, ici Blake Morrison à l'appareil. Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir inclus Tyler dans tant d'activités avec Tommy. C'est un garçon merveilleux, commença Blake avec une voix posée. Tommy l'adore, je suis ravi, répondit-elle chaleureusement. Malheureusement, nous faisons face à des problèmes familiaux complexes qui risquent de déborder dans le cadre scolaire, annonça Blake avec prudence. La famille maternelle de Tyler traverse actuellement des difficultés juridiques importantes. Et il tente désespérément de rejeter la faute sur Tyler et moi-même. Si quelqu'un vous contacte, vous ou l'administration de l'école, avec des accusations concernant notre famille, je vous serai très reconnaissant de m'en informer avant que toute mesure ne soit prise. Bien sûr, Blake. Tyler a-t-il eu des problèmes à l'école? Demanda Madame Matthews, inquiète. Certains enfants répètent simplement ce que leurs parents leur ont dit, mais hier, Marcus Kellerman a frappé Tyler au visage, lui causant un œil au beurre noir. La voix de Madame Matthews devint soudainement froide, presque glaciale. Je n'étais pas au courant de cela.
Je vais en parler immédiatement à mon mari, répondit-elle d'un ton ferme. Le troisième appel de Blake fut pour son avocat personnel, à qui il ordonna sans hésiter de déposer des ordonnances restrictives contre Emma Kellerman et son mari, pour harcèlement d'un mineur et coordination d'une campagne d'intimidation. À midi, Blake avait déjà tissé une toile complexe et solide de protection autour de Tyler. Une toile qui rendait toute attaque future non seulement difficile à exécuter, mais aussi extrêmement risquée sur le plan légal pour les Kellerman. Mais cette protection n'était que la première phase d'un plan beaucoup plus vaste. La deuxième phase débuta lorsque Blake accéda aux systèmes informatiques d'un détective privé. Une compétence précieuse qu'il avait conservée de ses années passées dans le renseignement. Ce qu'il découvrit fut un véritable trésor d'informations sur des activités illégales. Jim Costano n'avait pas seulement été embauché par les Kellerman. Il menait en fait des campagnes similaires de harcèlement pour plusieurs autres familles fortunées, ciblant ex-conjoints, rivaux commerciaux et lanceurs d'alerte. Blake rassembla méticuleusement toutes ces preuves, puis les transmit simultanément à 3 agences d'application de la loi, à l'ordre des licences d'État, ainsi qu'à 2 journalistes d'investigation indépendants. Le soir même, Jim Costano se retrouvait en garde à vue fédérale. Et les familles qu'il avait engagées se retrouvaient elles-mêmes sous le feu d'enquêtes criminelles. Emma Kellerman appela Blake cette nuit-là, la voix tremblante de rage et de frustration. « Espèce de salaud, Jim a été arrêté, et maintenant le FBI nous bombarde de questions à propos de Tyler. Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Blake répondit calmement, sa voix froide comme l'acier. « La vérité, Emma. J'ai dit que votre famille avait engagé quelqu'un pour traquer et photographier mon fils de 8 ans. Nous étions en train de collecter des preuves que vous étiez en train de commettre des délits. Emma, j'ai offert à ta famille toutes les chances de partir dignement. Raymond a attiré ses ennuis sur lui-même avec ses activités financières criminelles. Nicole s'est elle-même mise dans le pétrin avec son affaire et ses plans de vol. Et maintenant, tu t'attires des ennuis en ciblant Tyler. Ce n'est pas fini. » Blake poursuivit avec une détermination froide et implacable. « Nous avons des avocats, des relations. Tes avocats ne peuvent plus t'aider désormais. Tes relations sont trop occupées à gérer leurs propres enquêtes du FBI. Emma, la prochaine fois que quelqu'un posera la main sur Tyler. La prochaine fois que quelqu'un fera pleurer ce garçon innocent à cause de la vendetta de ta famille. Je vais te montrer pourquoi, dans mon ancienne profession. Nous sommes formés à faire disparaître les problèmes de façon définitive, sans laisser de traces. » Blake mit fin à l'appel sans un mot de plus. Et il vérifia Tyler, qui dormait paisiblement, un livre sur les requins encore ouvert sur sa poitrine. Le garçon avait un œil au beurre noir qui guérissait, mais l'incident avait tracé une ligne claire dans l'esprit de Blake, une ligne que les Kellerman avaient franchie à leur risque et péril. La guerre s'intensifiait, mais Blake avait toujours excellé dans l'escalade. Les Kellerman allaient bientôt découvrir que certains ennemis valent mieux ne pas être créés. Chapitre 9, le coup de grâce final. 6 mois après la confrontation à l'entrepôt, Blake se tenait au palais de justice, regardant Raymond Kellerman passer en combinaison orange, les poignets entravés. Le patriarche autrefois fier semblait brisé, vieilli de plusieurs décennies par sa chute. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Blake vit la reconnaissance, la compréhension que tout cela faisait partie de son plan, sa vengeance parfaitement exécutée. Avec le temps, Raymond avait été condamné à 12 ans de prison fédérale pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et racket. L'enquête du FBI avait révélé un réseau d'opérations de jeux illégaux, de dons politiques corrompus et de sociétés écrans s'étendant sur 20 ans. Les preuves avaient été méticuleusement rassemblées et transmises anonymement aux autorités, morceau par morceau, empêchant Raymond de s'échapper par des failles juridiques. Emma et son mari avaient fui au Canada après leurs propres inculpations, laissant Marcus avec sa grand-mère. La mère de Nicole, Patricia, avait été placée en maison de retraite, ces derniers biens saisis pour payer la réparation des crimes de Raymond. Quant à Nicole, Blake l'avait surveillée de loin. Elle avait terminé son programme universitaire communautaire et travaillait comme comptable dans une petite association à but non lucratif. Elle n'avait jamais tenté de contacter Tyler, respectant leur accord. Blake respectait ce choix, même s'il ne pouvait jamais pardonner sa trahison. Tyler,
désormais âgés de 9 ans, prospéraient dans leur nouvelle vie. L'œil au beurre noir était complètement guéri, et le garçon demandait rarement des nouvelles de sa famille d'avant. Il s'était fait de nouveaux amis, excellait à l'école et avait développé une passion pour les échecs qui rappelait à Blake son propre esprit stratégique. « Papa », dit Tyler en quittant le palais de justice, « c'était vraiment grand-père Raymond. » Oui, il avait l'air triste. Blake s'arrêta et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Tyler. « Parfois, les gens font des choix qui mènent à des fins tristes, mon garçon. Mais ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est de construire une bonne vie ensemble. Est-ce que maintenant, nous sommes en sécurité ?» Blake sourit en ébouriffant les cheveux de Tyler. « Nous sommes en sécurité, plus que ça, nous sommes libres. » Ce soir-là, Blake reçut une visite inattendue. Nicole se tenait sur le pas de sa porte, ne ressemblant en rien à la femme qui avait autrefois vécu dans sa maison. Elle était plus mince, vêtue simplement, les cheveux plus courts et plus foncés, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'y était pas avant, l'honnêteté, peut-être, ou le poids d'un véritable remords. « J'ai entendu parler de la condamnation, dit-elle. Je voulais te remercier. Me remercier de ne pas m'avoir détruite comme tu as détruit les autres. De m'avoir donné une chance de reconstruire. » Blake scruta son visage, cherchant la tromperie, par habitude, mais n'en trouva aucune. « Tu as respecté notre accord, ça comptait. Comment va Tyler? » Heureux, en bonne santé, mieux sans les influences toxiques de sa vie. Nicole hocha la tête, des larmes commençant à couler. « Pourrais-tu lui dire que je pense à lui? Que j'espère qu'il va bien? » « Non, » répondit Blake simplement. Il a tourné la page. « Nicole, toi aussi, tu dois faire pareil. » Elle essuya ses yeux et hocha de nouveau la tête. « Je sais. Je voulais juste que tu saches que partir de lui a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ça après ce que j'ai fait, mais c'est la vérité. Peut-être que ça veut dire que tu deviens une meilleure personne. J'essaie d'être la femme que j'étais. » Elle était égoïste, faible et cruelle. Je ne veux plus être elle. Blake regarda Nicole s'éloigner, disparaître dans la nuit comme un fantôme de sa vie passée. Il ne ressentit ni satisfaction dans sa douleur, ni triomphe dans son isolement. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences, tout comme Raymond pourrissait en prison et Emma vivait en fugitive. Dans la maison, Tyler était à la table de la cuisine, travaillant sur un problème d'échec que Blake lui avait donné. « Papa, je crois que j'ai trouvé. Si les blancs déplacent le cavalier ici, alors les noirs doivent sacrifier la dame pour éviter le mat. » Blake examina le plateau. La solution de Tyler était élégante, impitoyable et complètement correcte. « Excellent travail, tu penses comme un véritable stratège. Tu m'as appris que parfois, il faut sacrifier des pièces pour protéger ce qui est vraiment important. » Blake s'assit en face de son fils, admirant l'intelligence naturelle et la clarté morale du garçon. Tyler ne subirait jamais les trahisons qu'avait endurées Blake, car Blake veillerait à ce que son fils apprenne tôt à reconnaître les prédateurs et à répondre aux menaces. Ce qui est vraiment important, Tyler, c'est la famille. La vraie famille, les gens qui t'aiment, te protègent et ne t'abandonnent jamais. C'est vrai, les Maurice et les hommes restent toujours unis. Tyler confirma, puis sourit. « Tu veux jouer une autre partie? Je crois que cette fois, je peux te battre. » Blake rit, sincèrement heureux pour la première fois depuis des années. « Tu es le bienvenu pour essayer. » Alors qu'il remettait le plateau en place, Blake réfléchissait au long chemin qui les avait menés à cet instant. Il avait démantelé l'empire familial des Kellerman pièce par pièce, éliminé chaque menace pour le bien-être de Tyler et créé un espace où son fils pouvait grandir pour devenir l'homme exceptionnel qu'il savait qu'il serait. Le garçon qui avait autrefois été rejeté et humilié lors d'un dîner de famille était désormais confiant, aimé et protégé. Le document que Tyler avait remis cette nuit-là avait été la déclaration de guerre de Blake, mais ce moment, regarder son fils planifier des stratégies d'échec avec l'intensité concentrée d'un maître, c'était la victoire de Blake. Dehors, le monde continuait sa danse chaotique de trahison et de conséquences, mais à l'intérieur de la maison de Blake Morrison, deux personnes qui s'aimaient vraiment se préparaient pour une autre partie, un autre rire,
Une autre soirée parfaite dans une vie bâtie sur la loyauté, la protection et le lien indestructible entre un père et son fils. Les hommes Morris restent toujours unis. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant, cela compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran. À bientôt! That was awesome, but I did not get a pearl, so let me kill you out. This dog's been putting in the work, dude. But Chaos, what's up? Welcome to the stream. Thanks for watching. I do remember, damn, back when I had a community server. I would love to put on a community server again, but I no longer have the time required to build a server from scratch. I don't have it. So I don't know. I would need to like literally pay someone to build a server for me. And I would have to pay a decent amount of money to maintain it and everything. Okay, we are finding a good amount of gold here. I'm liking that. I'm liking it. A lot of monsters. Not so happy about the amount of monsters. Yeah, man, those were the days, bro. I put my heart and soul into that Minecraft server. You looking for the fortress right now? No, we've actually found the fortress and gotten our rods. We are just really, we got really unlucky with our, no, don't blow up. Okay. With our piglin trades. So we have, yeah, we have 3 pearls to our name, despite me, okay, I don't want to blow up my dog, but I also don't want to shoot my dog, and he's not making it easy. Okay. So, we're trying to get more gold to trade again, but I'm also thinking maybe I should just try to find a warp forest. I don't really know. I don't know what the play is at the moment. Okay, any other gold? Okay, let me do a quick. Need to figure out where we're at. I only have 12 gold after all that? Oh. Oh. Maybe this was not the play. I thought I'd have like fucking 30 gold. Oh my gosh, it's Fractal. Bet you're doing nerd shit. No? It's not even that nerdy. Shut up, I bet you're doing nerd shit, nerd. Pat with the minimum bet. Min-maxing the system. What does she know that I don't? Yeah, I'm still fairly certain Pat oh, hello. I'm fairly certain Pat has enough coins to spawn a warden. Oh, I'm in the boat. Okay, we're okay. I'm farming him. Don't blow up. Bro, how are you? Alright, let's speed that up. I don't know if it dropped. Oh, it's not. Did it really not drop? Yeah, get him. Get him. You better run, boy. Oh, I can't jump. Okay, I can jump. It's not gonna work on me. Are you sitting? Not gonna work on me, bro. Welcome back. Are you sitting?
And what's up, Dylan? Welcome on in. How was your night? How was work? Damn, you were right on time, bro. Ooh, hella gold. Poggers, poggers. Oh my god. That gets me every time with the fail.